Vous avez partagé le prix d'économie avec Adji Benji et Esther Duflo, notre star nationale, et vous avez beaucoup travaillé sur les problèmes d'innovation, d'éducation, d'approvisionnement anneaux, de finances. Vous avez travaillé sur le financement de l'innovation sociale, sur les vaccins. Vous avez également contribué au travail sur un des vaccins pour lutter contre la mortalité des enfants et vous avez aidé à son déploiement dans plus de 60 pays, notamment des pays en voie de développement. Et donc, bien entendu, c'est tout à fait naturellement que vous êtes penché sur le problème des vaccins autour du Covid, comment fabriquer des vaccins, comment les développer jusqu'à ce qu'ils soient utilisés, comment travailler sur leur mise en marché, etc. Michael, comment se préparer à la prochaine grosse pandémie? Comment s'assurer que l'on puisse avoir des systèmes de santé plus résilients, des systèmes économiques plus solides, robustes, afin de gagner en temps et de faire des économies? Et bonjour à vous qui êtes en Allemagne, parce que vous aviez des contraintes de temps. Excusez-nous, il y avait un problème de branchement du micro au tout début de la conférence de Monsieur Michael Kremer, qui nous parle donc depuis l'Allemagne. Alors, nous pouvons tirer des leçons quant à la réduction du risque et à la meilleure gestion des crises du type de la crise Covid. Et bien sûr, cela revient aussi à nous amener à nous pencher davantage sur le problème éducatif et sur le problème des coûts sociaux. Alors, revenons au coût de la pandémie de la Covid et comment essayer de tirer des leçons de ce qui s'est passé à l'occasion de cette crise pour faire mieux lors de la prochaine crise. Le coût global du Covid-19 est de 6 trillions de dollars. Et si nous regardons les estimations du FMI, les coûts en termes de PIB sont de l'ordre 0,8 trillions de dollars. Et donc, de façon assez remarquable, il convient de dire que ces coûts, ces dépenses seront beaucoup plus importantes encore qu'estimées. La crise Covid, évidemment, entraîné des fermetures d'entreprises, des fermetures d'écoles pendant plusieurs années. Ça n'a pas été le cas d'ailleurs en France. Et par ailleurs, ça pose un problème gigantesque pour ce qui est de la scolarisation des enfants qui, après avoir manqué l'école pendant 2 ans du fait de la crise Covid, n'y sont pas retournés. Maintenant, en termes de productivité, 17 trillions de dollars, ça c'est le montant de la perte qui sera encourue à l'avenir en termes de PIB à court et moyen terme. Maintenant, parlons, si vous voulez, des dépenses de santé. C'est très difficile d'attribuer une valeur en dollars ou dans une autre devise à la santé, mais les économistes travaillent là-dessus et bien sûr, on prend en compte le coût des décès encourus et pas le coût des dégâts mentaux, etc. Et là aussi, les chiffres sont de l'ordre de plusieurs trillions de dollars. Donc, ce que nous pouvons essayer de faire pour empêcher que cela ne se reproduise, ou du moins pour essayer de limiter la gravité de ces effets, ou pour essayer d'en réduire la durée, eh bien, je crois que nous pouvons faire quelques suggestions. En effet, et nous devons
essayer, mais je vais d'abord parler vaccins, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger d'autres problèmes pratiques tels que la mise à disposition de traitements mis en place plus rapidement, un meilleur diagnostic, la mise en œuvre des possibilités non pharmaceutiques telles que les masques, les gels hydroalcooliques, etc. et d'autres éléments d'ordre pratique. Donc, on peut prendre tout ça en compte, mais on a déjà appris pas mal de cette pandémie. Je crois que les choses seront quand même plus faciles la prochaine fois. Maintenant, il faut aussi étudier et envisager la suite en pensant à la conception de l'assistance médicale apportée aux malades notamment et repenser le fonctionnement des systèmes éducatifs dans le cadre et pendant une pandémie. Voilà quelques pistes, si vous voulez, qui me sont inspirées par ce qui s'est passé. Et ça nous amène d'ailleurs à tirer des leçons. Alors, parlons vaccin, donc, pour commencer. La chance d'avoir, entre guillemets, d'avoir une pandémie est de l'ordre de 2%. Et donc, ce coût de 36 trillions que j'ai évoqué, et si vous prenez, ça revient à 700 billions de dollars par an. Le coût annuel revient à 700 billions de dollars par an, pour vous donner quelques chiffres. Et ça nous ramène au pourcentage évoqué précédemment. Lorsque vous avez une telle amplitude ou de tels chiffres, il convient d'essayer de penser ou revisiter les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des capacités de fabrication de vaccins considérables. Parce que si une autre pandémie se produit, il faudra bien que les vaccins soient disponibles tout en ayant en parallèle d'autres opportunités et ceci ne peut se faire que par des investissements multiples. Très souvent, les compagnies pharmaceutiques attendent d'avoir des preuves positives sur un candidat vaccin. Et ça coûte des centaines de millions de dollars, bien sûr. Et de construire une usine pour fabriquer des vaccins, et plus on attend, plus ça va être onéreux et coûteux. Donc, d'un point de vue purement commercial, il semblerait raisonnable, bien sûr, d'attendre d'avoir des résultats solides quant au succès possible du vaccin, bien sûr, avant de se lancer dans la construction des unités de fabrication. Mais ça ne va pas sans risque d'avoir cette optique, parce que ça vaut la peine de courir le risque de dépenser des centaines de millions de dollars pour construire une usine qui fabriquerait un vaccin qui risque de ne pas fonctionner. La seule alternative étant, bien sûr, les coûts que j'ai évoqués précédemment. Au départ de la pandémie, on a fait des calculs pour voir ce qui pouvait se passer au niveau des vaccins, quelle était la chance d'en développer un. Le résultat était de l'ordre de 5% de chance d'en avoir un. Et rien que ces 5%, c'était déjà précieux, c'était déjà quelque chose qu'on pouvait retenir. Et de toute façon, cette approche, elle est valable, bien sûr, elle était valable pour le Covid, mais elle est valable pour tout un tas de candidats vaccins. Et si je vais essayer d'être concret.
Vous savez qu'aux États-Unis, il y a toute une série de contrats qui permettent donc d'envisager la construction des unités de production de vaccins dont on ne sait même pas s'ils seront efficaces. Et donc, c'est quelque chose qui se fait chez nous aux USA. Mais si on envisage maintenant le coût exorbitant de la pandémie, on se rend bien compte que cette approche, à savoir anticiper, aurait été, entre guillemets, positive ou rentable. Et bien sûr, on peut déplorer que cette approche soit plus courante aux États-Unis que dans le reste de l'avenir, mais je pense que dans le reste du monde, excuse-moi. Mais je pense qu'à l'avenir, il faut aussi s'assurer que les vaccins ne soient pas uniquement disponibles sur dans certains pays, uniquement dans certains pays du monde, mais que les unités de production puissent être réparties partout sur la planète. C'est une stratégie donc qu'il faut envisager dans l'optique d'une nouvelle pandémie. Par ailleurs, on peut dire, on le sait maintenant, que nous avons eu à connaître pas mal de problèmes et de défaillances. Pas assez de bioréacteurs, par exemple, pour fabriquer les vaccins, pas assez d'adjuvants, l'approvisionnement n'était pas suffisant les incitations des pays qui consistaient à imposer des restrictions commerciales, que ce soit aux États-Unis, en Inde et ailleurs, ont joué un rôle. Et il faut donc essayer d'encourager vivement les politiciens à ne pas imposer ces restrictions commerciales. Bien sûr que ce n'est pas chose facile d'un point de vue purement démocratique. Les gouvernements ont tendance à vouloir établir des priorités en faveur de leur propre population. Et je crois toutefois qu'une meilleure stratégie dans l'optique d'une nouvelle pandémie devrait consister à encourager fortement les politiques à avoir une vision beaucoup plus globale, plus mondiale. Et pour y parvenir, peut-être faudrait-il qu'ils commencent par investir suffisamment en amont, en quelque sorte, de telle sorte que nous ayons suffisamment d'approvisionnement en temps et en heure. Et à ce moment-là, le problème des restrictions commerciales sera moins prégnant et les gouvernements iront plus facilement vers, en quelque sorte. Très tôt dans la pandémie, un grand nombre de pays ont restreint les exportations de masques. On l'a bien observé. Et donc, une fois que les masques ont été suffisants en nombre, il n'y a plus de restrictions commerciales. Donc, une leçon que nous pouvons tirer de cette première pandémie, c'est de conserver, voire d'augmenter nos capacités productives sur les éléments que je venais d'évoquer, pour ce qui est des vaccins et des éléments de protection dans le cas d'une pandémie. Évidemment, on a parfaitement conscience que d'avoir des ouvriers qui peut-être ne travailleront, ou des employés qui ne travailleront pas tout de suite dans l'usine construite, ça va coûter de l'argent. Mais avons-nous réfléchir aux billions de dollars, milliards de dollars qui seront dépensés si on n'est pas prêt au bon moment pour produire le vaccin qui est développé et qui a une chance de marcher. Autre chose, dans le domaine de la recherche et du développement, on a beaucoup évoqué la possibilité, voire la nécessité d'avoir une espèce de vaccin universel qui fonctionnerait contre toutes les souches de vaccins.
Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez à un vaccin universel qui pourrait marcher sur toutes les souches? Je ne suis pas vraiment un scientifique et ce n'est pas moi qui vais juger si c'est faisable ou pas. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais en revanche, je peux envisager deux stratégies. C'est que l'approche du secteur public. Si la seule alternative est investirons-nous ou maintenant, investissons-nous maintenant ou investirons-nous plus tard, je dirais qu'il faut courir le risque, comme je l'ai dit. C'est un petit peu comme les pompiers. On construit des casernes de pompiers sans savoir s'il y aura des feux. Et idem dans les municipalités. Il y a un service qui s'occupe des risques et on le monte et on a des gens qui le font tourner sans même savoir s'il y aura des risques très importants. Ce sont des investissements que les pouvoirs publics font. Et donc, c'est exactement la même chose pour la pandémie. Ça vaut vraiment la peine d'investir. Et je crois qu'en termes purement économiques, ces investissements, comme je le dis, sont une garantie de succès. Et si je devais conseiller des gouvernements en termes d'investissement dans le domaine de développement des vaccins, par exemple, je dirais oui, allez-y, investissez. Je leur conseillerais d'investir, sans aucun doute. Et alors, doit-on prendre le risque scientifique d'investir? Oui ou non? Je crois que le coût sera bien plus élevé si vous refusez d'investir ou si vous êtes trop timide, trop réticent. Alors, mais ma question est comment allez-vous structurer tout ça? Ça veut dire beaucoup d'argent, très rapidement, disponible, et ce dans l'ensemble des pays pour s'assurer que tout le monde ait un accès au vaccin dans le monde. Alors, est-ce que vous avez une solution ou des solutions? Est-ce qu'on doit travailler de façon plus multilatérale? Eh bien, je crois que oui, bien sûr, travailler en multilatéral, c'est sûrement bien plus efficace. Il y a beaucoup d'avantages à cela. Je vais essayer, en tant qu'économiste, développer un argument économique, si vous le permettez. Je reviens donc à tout ce qui touche donc aux pompiers, à leur activité. Ça touche bien sûr à notre vie. Et donc, ça touche à notre habitat, donc on doit s'assurer d'avoir un extincteur à la maison. Et lorsqu'un incendie se produit dans une habitation ou dans un immeuble, les pompiers réagissent en urgence, ou du moins essaient de le faire dans tous les cas de figure. Alors, c'est un peu la même chose dans le cas d'une pandémie. Si les pompiers étant pris, ils peuvent intervenir. Et dans le cadre d'une pandémie, si nous avons travaillé de façon multilatérale et non unilatérale. D'ailleurs, si on regarde les Zika, Ebola, qui sont de véritables fléaux, on s'aperçoit que ce sont des épidémies qui sont concentrées, qui se développent de façon très concentrique. Donc, on a une connaissance assez rapide de la géographie ou de la dissémination des virus. Et donc, je crois que c'est un petit peu différent de ce qui s'est passé et ce qui se passerait avec un nouveau virus ou avec un nouveau corona. On n'est pas dans le même scope, dans la même portée du risque. Et
Donc, comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il faut établir une distinction entre les différents aspects. Tout ceci prête à controverse. Bien sûr, les appros peuvent être insuffisants à court terme. Et bien sûr, s'il n'y a pas assez d'appros pour soi, il n'y en aura pas assez pour les autres. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour tous les pays. Et à long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Se préparer pour le long terme ne va pas être chose facile. Les gens ne voudront pas être dans un entre-deux, être en attente, vont peut-être refuser d'investir pour augmenter les équipements, développer les capacités, etc. Donc, vous savez que je suis en Allemagne. Imaginons que l'Allemagne veuille accroître ses capacités parce qu'elle n'est pas sûre de pouvoir faire face. Ça touche l'Allemagne. Et je crois que à ce moment-là, c'est un avantage pour le pays. Et s'il y a une épidémie localisée à l'Allemagne, l'Allemagne s'en trouvera mieux. Mais pourquoi l'Allemagne ne voudrait-elle pas partager ses ressources avec un autre pays, par exemple le Japon, pour faire face également? Donc, je pense que tous les efforts doivent être globalisés, doivent être mondialisés. Et ne veut pas s'en tenir au niveau d'un pays donné. On peut dire ça pour tout un tas de secteurs. Le traitement de l'eau, par exemple. Le traitement de l'eau dans les pays en voie de développement est un problème très prégnant et c'est très onéreux pour ces pays. Mais d'un point de vue mondial, c'est dans l'intérêt des pays qui ont des revenus, qui sont industrialisés, d'aider les pays en voie de développement à traiter l'eau parce que ça va, ce faisant, éviter la dissémination et l'apparition, l'émergence, pardon, de nouveaux virus très dangereux. Michael. Comment éviter ce nationalisme dans le domaine des vaccins? Comment feriez-vous? Pensez que c'est un risque? Oui, oui, c'est à tout égard un risque. À bien des égards, c'est un risque. Et donc, je pense que c'est très dangereux, non seulement pour le reste du monde, mais c'est également très dangereux au niveau du pays lui-même, d'un pays lui-même, au niveau national. Revenons au début de cette pandémie. On ne savait pas trop ce qui se passait, ce qui allait se passer. Et on avait bien sûr les approches traditionnelles de développement et de mise en place de vaccins. Et puis, il y avait cette approche novatrice de l'ARN. Et on ne savait pas ce qui allait marcher. Les approches, disons, de vaccins plus traditionnels. Ou les autres. C'est vrai que les États-Unis ont immédiatement décidé d'investir dans le domaine des vaccins ARN. Ça a marché pour les USA, mais ça aurait pu ne pas marcher. Ça aurait pu être exactement le contraire. Ça a été le choix des États-Unis. Regardez la Chine qui a fait un choix très nationalisé. Ils ont décidé de développer leur propre vaccin. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Eh bien, étant donné que les gens ne sont pas vaccinés avec le meilleur des vaccins, ça les a rendus vulnérables à l'épidémie. On en voit l'illustration en ce moment. Et donc, ils ont poursuivi une stratégie zéro Covid pendant des mois, voire maintenant des années, et à un coût très, très dispendieux pour leur économie, un coût considérable pour leur économie. Donc,
nous avons l'économie chinoise d'un côté, l'économie américaine de l'autre côté. Donc, dans ce cas de figure, les États-Unis ont eu la chance que l'ARN marche, puisque l'ARN qui est très efficace, et la Chine a développé un vaccin un petit moins efficace. Idem pour l'Australie. Ils ont pris la décision de faire seuls et ils ont développé un vaccin qui est moins performant. Donc, je pense que essayer d'unir les capacités, les technologies entre plusieurs pays, ça semble être la solution, quels que soient d'ailleurs les coûts inhérents engendrés. Comment prévenir ou pas d'ailleurs la nouvelle pandémie? Pensez-vous qu'il faut des partenariats privés-publics, des partenariats internationaux? Et comment gérer le problème des brevets dans le domaine des vaccins? Nous sommes là dans le domaine de la propriété intellectuelle appliquée aux vaccins, bien sûr. Alors, dans une société, nous devons d'une part poursuivre deux buts. Essayer de développer des solutions novatrices, innovantes. Et la pandémie aurait été bien pire. Je parle ici de la pandémie du Covid si on n'avait pas développé les vaccins ARN. Ça, c'est le premier objectif. Mais un deuxième objectif, un deuxième but, c'est de faire en sorte que ces produits qui sont développés soient mis à disposition de tous. Et à l'heure actuelle, la seule incitation que l'on a dans le domaine de la recherche et du développement, ce sont les brevets. Et donc, il faut essayer de trouver un compromis entre les deux, à savoir le fait d'inciter les sociétés à développer des produits performants et l'autre objectif, celui de les mettre à disposition de tous. Je vais essayer de prendre des exemples plus spécifiques, si vous le permettez, pour illustrer mon propos. Si vous avez besoin d'une technologie donnée, et si vous avez des procédures pour la mettre en œuvre, et si vous comprenez, percevez quelle est la quantité de produits, de particules, en l'occurrence de vaccins, vont être nécessaires, eh bien, les autorités politiques devraient s'engager, si le produit est développé, à ce qu'il soit disponible à tel ou tel prix et disponible en quantité suffisante pour tous les gens qui en ont besoin et qui désirent l'utiliser. Et ça évite de mettre dos à dos ces deux objectifs, et ça permet de les réconcilier. Et en fait, ça n'empêche pas de signer des contrats. Bien sûr, ceci implique des procédures d'ordre technique. Je ne dis pas que tout a été bien fait durant la pandémie que nous avons connue, mais nous avons essayé d'agir de la sorte pour le vaccin contre le pneumocoque, qui tuait à l'époque plus d'1,5 million de personnes dans le monde. Et donc, il n'y avait pas de vaccin à l'époque disponible contre toutes les souches de pneumocoque. Alors, il avait été convenu que si un vaccin ad hoc était développé, eh bien, cela permettrait de gratifier en quelque sorte les donneurs. Et donc, ça a permis de faire des économies considérables de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet exemple du vaccin contre le
montre que ma solution peut marcher, précisément cette approche de mise sur le marché peut fonctionner. Et un autre avantage à cela, c'est que si quelque chose fonctionne, eh bien, même si on ne sait pas si techniquement on ira au bout des choses, eh bien, les autorités gouvernementales, sont gratifiées, sont récompensées d'avoir fait ces investissements en bout de bout. On a beaucoup évoqué dernièrement au niveau de Bruxelles l'achat d'un labo franco-autrichien Valneva, la prise de contrôle de Valneva. Qu'en pensez-vous, surtout en termes de fiabilité? Eh bien, je pense que ce qui est nécessaire, c'est de ne pas nous se contenter de dire on va racheter le labo. Pour le pneumocoque, le contrat était un contrat qui était liant d'un point de vue juridique, absolument indispensable. Parfois, les gouvernements ont ce type de contrat, mais ne les suivent pas forcément. Mais parfois, les gouvernements se lancent dans des contrats qui couvrent plusieurs années, qui courent sur de nombreuses années. Et ça, c'est typique des pays du G7. Je ne dirais pas que c'est sans risque, mais je pense que c'est un niveau de risque commercial que les gouvernements peuvent endosser. Mais les gouvernements peuvent décider d'acheter, de financer la construction de l'usine de fabrication. Est-ce que l'OMS a son mot à dire? Je n'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que nous devons être soutenus pour s'assurer que les promesses faites seront tenues, notamment, par exemple, le soutien de l'OMS ou autre organisation internationale? Vous avez peut-être plus peur que moi de l'OMS, mais qu'est-ce que vous voulez dire en termes de fiabilité? Fiabilité quant à la promesse des gouvernements de payer ou fiabilité quant à la promesse des sociétés de fournir les pays? Revenons maintenant. Vous avez parlé de tous ces produits de protection paramédicaux tels que les masques, les gels hydroalcooliques, etc. Est-ce que nous pouvons développer des essais cliniques en la matière pour mieux les monétiser et pour qu'ils soient plus efficaces? Si vous voulez vous assurer que les gouvernements payent la facture en quelque sorte, vous avez besoin de soutien. Selon moi, ce ne sera pas l'OMS, mais je crois que pour moi, l'important, c'est d'avoir un contrat qui soit juridiquement donc contraignant et que par ailleurs, je crois que les gouvernements donc peuvent aller dans ce sens. Mais bien sûr, laissez-moi maintenant vous parler d'un autre aspect à court terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid est apparu, on ne comprenait rien à rien, on ne savait pas comment il était transmis, s'il était véhiculé par les particules, s'il restait actif lorsqu'il était sur la surface, on ne savait pas s'il fallait porter des masques, on ne savait pas s'il fallait garder une distanciation de 2 mètres ou autre. Donc, on ne savait pas grand-chose. On ne savait pas s'il fallait fermer les établissements scolaires, etc., etc. Donc,
Les gouvernements donc ont pris la décision de choisir, d'établir des confinements. Et allons à moyen terme, en fait, je crois que si on avait davantage investi dans les stratégies de prévention, et en fait, ça a créé d'ailleurs, je dois dire que ce qui a été décidé, à savoir ces différents niveaux de confinement, ont créé pas mal de divisions au niveau de la société. Certains étaient pour, certains étaient contre. Et je crois que si on avait développé nos connaissances plus rapidement, si on avait mieux appréhendé quelles étaient les approches efficaces et quelles étaient les approches qui ne l'étaient pas, on aurait pu prendre rapidement des mesures efficaces et notamment éviter la fermeture excessive d'établissements scolaires qui s'est avérée très contre-productive pour les enfants. Et on aurait pu se tourner vers des mesures plus efficaces et certainement moins coûteuses, moins onéreuses. Bien sûr, on peut le dire après coup, mais revenons à l'impact des masques. Si on avait encouragé les gens à distribuer plus largement les masques, voire gratuitement, si la communication sur le sujet avait été meilleure l'impact aurait été meilleur et je crois, et ce à un coût plus faible. Mais ça n'a pas été fait suffisamment et on aurait dû y travailler, chercheurs y compris. Et on aurait pu peut-être pris des mesures beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces et moins coûteuses, je le répète. Mais je ne pense pas il faut, en un mot, les gouvernements doivent financer ces mesures sanitaires. Maintenant, revenons aux priorités. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas en science, je l'ai déjà dit, j'ai une connaissance vulgaire, tout à fait classique, standard de tout ce qui est scientifique. Et bien sûr, quand on a appris que le virus était véhiculé par les particules aériennes, bien sûr, on a immédiatement compris que les masques pouvaient fonctionner. Et je reviens à la fermeture des écoles. La fermeture des écoles, quand elle n'est sûrement pas si efficace que ça contre la dissémination du virus et contre la pandémie. Et là, les leçons que l'on peut tirer de l'expérience du Covid-19, c'est qu'on a maintenant les ressources. Donc, à la prochaine pandémie, on pourra tout de suite réagir, on pourra tester les bons médicaments, idem pour les vaccins, et on pourra mettre en place des mesures de protection très rapidement. On gagnera en rapidité et en efficacité. Autre sujets sur lesquels certains travaillent, ce qu'on appelle le dose stretching, c'est-à-dire avoir des doses qui sont plus étalées dans le temps. Eh bien, vous avez dit que dans ce cas-là, on aurait pu vacciner davantage de gens. Mais je voudrais contextualiser ce que j'ai dit à ce propos. Regardons le contexte. Chaque fois qu'une entreprise pharmaceutique développe un vaccin, il est obnubilé par le problème des doses et des bonnes doses, des doses appropriées. Et il faut faire des compromis. Si vous avez une dose plus puissante, vous allez avoir davantage d'effets secondaires. Si la dose n'est pas suffisante, vous n'allez pas avoir suffisamment d'effets.
Et il faut prendre une décision. Et dans le cas de la pandémie du Covid, il a fallu prendre des décisions très en amont, très rapidement. On n'avait pas de temps, on courait après le temps. Il a fallu prendre des décisions. Et les compagnies pharmaceutiques n'ont pas forcément envie de revenir là-dessus, mais d'un point de vue social, et dans le cas d'une pandémie, cas dans lequel il faut vacciner autant de personnes que possible, il n'est pas impossible qu'une dose plus faible soit aussi efficace qu'une dose plus puissante, plus forte, et ce, avec moins d'effets secondaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour la fièvre jaune, pour l'épidémie de fièvre jaune, on a d'autres exemples de ce type. Le Brésil a appliqué, avec l'accord de l'OMS, une dose plus faible. Et elle a été tout aussi efficace que ce que pouvaient espérer les autorités. Donc, changer les doses, c'est souvent une solution. Modifier les doses, c'est souvent une solution. Mais que dire? C'est difficile de l'assurer, et surtout a posteriori. Et on a des données initiales, toutefois, qui tendent à prouver que des doses plus faibles auraient été tout aussi efficaces. Je ne dis pas qu'il aurait fallu aller dans ce sens, mais je pense qu'il aurait fallu investir dans les tests sur ce point, c'est-à-dire sur l'effet de telle ou telle dose de vaccin. Car ça aurait été très précieux de financer des tests sur ça et d'aller jusqu'au bout des tests pour savoir si ces dosages plus faibles marchaient tout aussi bien. Et ça aurait permis, si les dosages plus faibles marchaient, de vacciner beaucoup plus de personnes. Pour mettre un point final à cette présentation, à cet échange, je voudrais savoir si on peut tirer des leçons qui nous aideront à l'avenir à avoir un vaccin pour le VIH, pour l'Ebola, qui ne sont toujours pas d'ailleurs disponibles sur le marché à ce stade. Une leçon que l'on pourrait tirer, c'est que des capacités considérables ont été mises à disposition pour le Covid. Et ces vaccins ARN qui ont été très précieux pour le Covid, ou la Covid pourrait l'être pour bien d'autres virus. Et en Afrique, par exemple, des unités de production ont été construites pour fabriquer des vaccins Covid. Maintenant, ils ne fabriquent plus, enfin en ce moment, ils ne fabriquent plus de vaccins Covid, mais ils peuvent l'utiliser pour d'autres pathologies, d'autres virus. Donc, je pense qu'il faut s'assurer, comme je le disais au début de nos échanges, que nous ayons les capacités à disposition. Et donc, il faut, bien sûr, ça veut dire mettre peut-être des employés ou des ouvriers en stand-by ou une unité de production en stand-by, mais cette dépense vaut vraiment la peine, elle vaut vraiment le coup. Deuxième leçon qu'il faut tirer, nous devons investir beaucoup plus dans ce domaine de recherche pour s'assurer, s'assurer c'est un bien grand mot, mais pour être aussi proche de la conviction que l'on testera beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux les candidats vaccins, les traitements vaccins et également tout ce qui est équipement médical dédié. Et je crois que ça, c'est une des leçons très importantes que nous devons tirer aussi à ce stade. Ah, j'ai un problème avec mon micro. Michael, merci mille fois d'avoir été présent ce soir. Merci infiniment pour vos remarques, vos commentaires, vos analyses. Et j'espère que les gouvernements vous entendront. J'espère aussi que les labos pharmaceutiques vous entendront. Merci encore pour ces échanges et votre vision de la thématique. Merci.
Merci à toutes et à tous. Et nous sommes au terme de cette première journée sur le Common Good. Nous nous retrouverons demain matin pour parler transport numérique et nous verrons quelles sont les orientations du président réélu et de la nouvelle Premier ministre. Passez une excellente soirée. À demain matin.